Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Élise Moreau vivait à Lille, dans une rue calme, où les maisons en briques rouges semblaient toutes raconter des histoires silencieuses. Elle travaillait depuis 12 ans dans une entreprise de logistique, toujours ponctuelle, toujours irréprochable. À son bureau, elle était respectée pour son efficacité, mais jamais réellement valorisée à sa juste valeur. Chez elle, la situation était encore plus froide, son mari, Julien Lefebvre, banquier d'apparence distinguée, n'accordait aucune importance à ses efforts. Leur relation s'était transformée en une routine sans affection, où les gestes tendres avaient disparu depuis longtemps. Mais Élise, par loyauté ou par peur de tout perdre, restait. Julien, en société, savait jouer le rôle du mari aimant. Il posait la main dans le dos d'Élise lors des dîners, souriait pour les photos de famille, racontait à ses collègues combien sa femme était formidable. Pourtant, derrière les murs de leur maison, il la rabaissait sans cesse. Il critiquait ses tenues, son ton de voix, ses décisions, la faisant douter d'elle-même à chaque instant. Élise, avec le temps, avait appris à se taire, à encaisser, à survivre. Elle cachait ses larmes sous des couches de maquillage léger et prétendait que tout allait bien. Mais au fond d'elle, quelque chose bouillait depuis trop longtemps. Ce vendredi-là, Élise fut convoquée par son directeur. Elle entra dans le bureau en pensant que c'était pour une énième réunion administrative, mais ce fut tout autre chose. On lui annonça avec fierté qu'elle venait d'être promue au poste de directrice adjointe. Son cœur se mit à battre plus fort. Elle avait travaillé dur, sacrifié des soirées, des week-ends, des vacances. C'était enfin la reconnaissance de son talent. Elle sentit des larmes monter, non pas de tristesse, mais de soulagement. En rentrant chez elle, pourtant, elle n'annonça rien. Dans la voiture, une idée folle lui traversa l'esprit, tester Julien. Elle voulait savoir s'il la soutiendrait dans l'adversité ou s'il ne restait à ses côtés que pour le confort qu'elle représentait. C'était risqué, peut-être même cruel envers elle-même, mais elle devait en avoir le cœur net. Ce soir-là, elle cuisina comme d'habitude, s'assit en face de lui à table, et lui lança d'une voix tremblante, « J'ai perdu mon emploi aujourd'hui. » Le piège venait d'être tendu. Julien releva à peine les yeux de son téléphone. Un silence glacial s'installa, puis un rictus méprisant se dessina sur ses lèvres. Évidemment. Tu n'étais pas faite pour un poste comme ça. Il se leva brusquement, contourna la table et ajouta, venimeux, sans ton salaire, tu ne sers plus à rien ici. Tu crois que je vais supporter ça? Élise sentit son estomac se tordre. Chaque mot était une lame, et Julien les plantait sans le moindre remords. Elle baissa les yeux, suffoquée par la violence de ses propos. Mais Julien n'avait pas terminé. Il lança, avec un mépris cinglant, « Tu crois quoi? Que je vais vivre avec une femme inutile? Je vais te virer de ma vie aussi. » Élise ne répondit pas. Son cœur battait à tout rompre, mais son visage resta impassible. Elle se leva, rangea la table en silence et alla s'enfermer dans la salle de bain. Là, seule, elle se regarda dans le miroir. Ce n'était pas une femme faible qu'elle voyait. C'était une femme brisée, mais en train de se relever. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, Élise descendit plus tôt que d'habitude, sans bruit, pour récupérer un dossier oublié dans sa voiture. En passant devant la cuisine, elle entendit Julien au téléphone. Sa voix était claire, sans gêne ni retenue. Cette idiote a été virée. Sans son argent, elle ne vaut plus rien. Je vais la larguer et la mettre dehors. Le cœur d'Élise se figea. Mais ce fut la suite qui lui glaça le sang. Une voix féminine répondit, c'était Mireille, sa belle-mère. Elle disait d'un ton calculateur, parfait. Mais attends qu'elle touche le chômage. Une fois l'argent sur son compte, tu le récupères et tu pars. Élise resta figée, les mains tremblantes sur la poignée de porte. Le sol semblait s'ouvrir sous ses pieds. Elle n'était plus une femme, mais un plan financier, une source d'argent à exploiter. Tout ce qu'elle avait donné, tout l'amour, les sacrifices, n'étaient rien pour eux.
Juste une cible à vider. Elle retourna dans sa chambre sans bruit, le souffle court, les larmes retenues de force. Ses jambes fléchissaient, son esprit était confus, mais son cœur, lui, savait. Elle venait de perdre son mari, sa belle famille, et toutes ses illusions en l'espace de 30 secondes. Mais au lieu de hurler ou d'affronter Julien, elle décida de se taire. Pas par faiblesse. Par stratégie. Ce que Julien avait commencé, elle allait le terminer. À sa façon. Toute la journée, elle fit semblant. Elle prépara le dîner, répondit calmement aux remarques passives-agressives de Julien, et sourit même quand il se vanta de « gérer la maison désormais ». À l'intérieur, c'était une tempête. Elle se jura de ne jamais plus verser une larme pour lui. Plus jamais. Cette fois, c'était elle qui allait frapper fort. Et quand elle le ferait, il n'aurait jamais vu venir le coup. Car une femme trahie est une femme dangereuse. Tard dans la nuit, pendant que Julien ronflait, Élise fouilla discrètement son ordinateur. Elle connaissait son mot de passe. Ce qu'elle découvrit la coupa littéralement le souffle. Des dizaines de messages, photos et vidéos avec une certaine Amélie. Jeune, blonde, séductrice. Julien écrivait qu'il était coincé avec une femme déprimante, qu'ils préparaient leur avenir ensemble, dès qu'il aurait récupéré l'argent. Élise lut chaque mot, chaque mensonge, avec le calme d'une chirurgienne. Elle prit des captures d'écran, sauvegarda les messages sur une clé USB, et referma doucement l'ordinateur. Elle ne pleura pas. Pas cette fois. C'était fini. Elle savait maintenant exactement à qui elle avait affaire. Julien ne lui avait pas seulement brisé le cœur, il l'avait réveillé. Et ce réveil allait être brutal. Le lendemain matin, Élise se réveilla plus tôt, le regard fixé au plafond, le cœur figé mais l'esprit en alerte. Elle savait que chaque minute comptait désormais. Elle sortit discrètement de chez elle pour prendre rendez-vous avec une avocate réputée, spécialisée en divorce pour faute. Elle raconta tout, les insultes, les manipulations, la trahison et surtout les preuves. L'avocate, choquée mais impressionnée par le sang-froid d'Élise, lui assura qu'elle pouvait obtenir bien plus que ce qu'elle pensait. Élise signa les documents sans trembler. La guerre venait de commencer. En rentrant, elle regarda Julien s'agiter dans la cuisine comme si rien n'était arrivé. Ils parlaient de leurs prochaines vacances, feignant l'amour et la routine. Élise joua le jeu, souriante, douce, faussement résignée. Elle voulait qu'il continue à croire qu'elle était faible, docile. Mais à l'intérieur, c'était une autre femme qui prenait le contrôle. Une femme trahie, mais désormais déterminée à se libérer de ses chaînes avec élégance et précision. Le monstre allait tomber de son propre piédestal. 3 jours plus tard, Julien reçut une lettre recommandée. Lorsqu'il l'ouvrit, il blêmit, c'était une assignation au tribunal pour divorce pour faute, accompagnée de toutes les pièces à conviction. Élise était restée silencieuse, mais elle avait tout préparé dans l'ombre. Les captures d'écran, les enregistrements audio de ses propos, les échanges avec sa mère, tout était là. Julien tenta d'appeler Élise, paniquée, mais elle ne répondit pas. Elle l'observait de loin, sans un mot, tandis qu'il perdait peu à peu le contrôle. L'avocate d'Élise déposa une demande de partage des biens, exigeant la moitié de tout, maison, voiture, compte bancaire. Julien tenta de nier les faits, prétextant une erreur, un malentendu. Mais le juge, après avoir entendu les preuves, n'eut aucun doute. Il fit savoir que la situation serait traitée avec la plus grande fermeté. Julien comprit alors qu'il avait sous-estimé la femme qu'il croyait dominer. Et pour la première fois, il eut peur. Le jour de l'audience, Élise entra dans la salle du tribunal avec une élégance glaciale. Vêtue d'un tailleur beige, les cheveux relevés, elle salua calmement son avocat et s'assit en silence. Julien, de l'autre côté, paraissait nerveux, transpirant, incapable de soutenir son regard. Le juge écouta chaque partie, examina chaque pièce et déclara d'une voix ferme: « Madame Moreau recevra la moitié des biens matrimoniaux, ainsi qu'une pension compensatoire. » Julien s'effondra.
La sentence ne s'arrêtait pas là. Élise obtint également la garde exclusive du chien qu'elle aimait tant, et Julien fut sommé de quitter le domicile conjugal dans un délai de 10 jours. Aucune possibilité d'appel ne fut accordée, tant les preuves étaient accablantes. Élise, toujours digne, quitta la salle sans se retourner. Ce jour-là, elle ne regagna pas seulement sa liberté, elle reprit possession de sa vie. Et Julien, lui, venait de perdre tout ce qu'il avait cru contrôler. Peu de semaines après le verdict, Julien fut convoqué dans le bureau de son supérieur. Le ton était froid, le regard direct, vos résultats sont en chute, votre comportement est préoccupant. Il tenta de se défendre, mais son esprit était ailleurs depuis longtemps. La sanction tomba, licenciement immédiat. Julien sortit du bâtiment, son carton sous le bras, sous la pluie battante. L'homme arrogant de la table familiale n'était plus qu'un fantôme trempé, vidé. Sans revenu, sans logement, il n'eut d'autre choix que de retourner chez sa mère, Mireille. L'accueil fut glacial. Elle le regarda avec dédain, lui lança un matelas et dit « Tu dormiras dans le débarras ». Julien, humilié, s'enferma dans ce coin de la maison qui empestait la poussière et les regrets. Il n'avait plus rien, même sa dignité semblait l'avoir quitté. Le silence de la nuit n'était plus apaisant, mais une punition sonore qui lui rappelait tout ce qu'il avait perdu. Et ce n'était que le début. Amélie, la jeune femme avec qui il rêvait de tout recommencer, resta introuvable. Julien l'appela des dizaines de fois, la supplia par message. Il lui envoya même une photo de lui, misérable, pour tenter de l'émouvoir. Mais elle ne répondit jamais. Puis, un jour, son numéro ne fonctionna plus. Il découvrit qu'elle l'avait bloqué sur tous les réseaux. Elle avait disparu aussi facilement qu'elle était entrée dans sa vie. Julien comprit brutalement que son charme n'existait que tant que l'argent coulait. Amélie l'avait aimé pour ses promesses, pas pour sa personne. Il erra des heures dans les rues de Lille, incapable de rentrer chez sa mère. Il revivait en boucle les mots qu'il avait dits à Élise, sa froideur, ses trahisons. Maintenant, il était seul. Et ce vide autour de lui était le reflet exact de son propre cœur. Il avait voulu jouer avec 2 femmes. Il avait tout perdu. Un soir, il se posta devant l'immeuble d'Élise, un vieux bouquet de fleurs à la main, tremblant de honte. Quand elle descendit de sa voiture, il s'approcha lentement. « Élise, je t'en supplie, je me suis trompé. » Elle le fixa longuement, sans colère, mais sans pitié. Il tenta de poser une main sur son bras, elle recula. « J'ai changé, Élise, je suis désolée. » La réponse fut simple, tranchante, « Tu n'es plus rien pour moi. » Elle entra dans l'immeuble sans se retourner, laissant Julien seul dans la nuit, les fleurs tombant lentement au sol. Cette scène, il ne l'oublierait jamais. Il avait voulu la briser, il l'avait libérée. Et maintenant, c'est elle qui marchait droite et forte, tandis que lui s'enfonçait dans la boue de ses erreurs. Ce rejet fut plus violent que toutes les décisions judiciaires. Car c'était définitif. Il n'y aurait jamais de retour. Libérée du poids de son passé, Élise se plongea entièrement dans son travail. La promotion qu'elle avait obtenue n'était plus seulement une ligne sur son CV, mais une véritable renaissance. Elle gérait désormais une équipe entière, prenait des décisions stratégiques et imposait le respect dans chaque réunion. Ses collègues, qui l'avaient autrefois sous-estimée, la regardaient désormais avec admiration. Sa rigueur, sa clarté d'esprit et sa force tranquille faisaient d'elle une référence. Et pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'elle brillait sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Elle travaillait tard, mais cette fois avec passion, et non par obligation. Chaque succès professionnel était une revanche silencieuse contre les humiliations du passé. Son patron lui confia de plus en plus de responsabilités, la voyant comme une leader naturelle. Élise n'avait plus peur de s'exprimer, d'imposer ses idées, de défendre ses projets. Elle s'était reconstruite pierre par pierre, sans l'aide de personne. Et ce qu'elle bâtissait maintenant, c'était pour elle, et pour elle seule. Lors d'un séminaire régional organisé à Paris, Élise fut invitée à représenter son entreprise.
Elle s'y rendit avec le calme et l'élégance d'une femme qui n'a plus rien à prouver. C'est là, au détour d'un cocktail professionnel, qu'elle fit la connaissance de Marc Delattre. Analyste financier pour une société de gestion d'actifs, il avait ce regard franc et cette manière d'écouter qui troubla Élise. Ils échangèrent quelques mots sur les enjeux du secteur, puis glissèrent doucement vers des sujets plus personnels. Rien de précipité, tout était fluide, naturel. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne sentait ni jugement, ni masque. Marc ne posa aucune question intrusive. Il ne la regardait pas comme une femme à conquérir, mais comme une personne à découvrir. Élise fut surprise par sa douceur, son humour discret, sa manière d'être présent sans envahir. Elle sentit naître un frisson qu'elle croyait disparu à jamais. Ils partagèrent un café, puis un dîner, sans que rien ne soit précipité. Ce n'était pas une passion brûlante, mais une étincelle tranquille. Et c'était exactement ce dont elle avait besoin. Les semaines suivantes, Élise et Marc continuèrent à se voir, d'abord lors de réunions interentreprises, puis en dehors du cadre professionnel. Le lien grandissait, tissé de silences paisibles, de conversations profondes, de regards complices. Élise, d'abord méfiante, baissait lentement sa garde. Avec Marc, elle n'avait pas besoin de jouer un rôle. Elle pouvait être forte, vulnérable, drôle, sérieuse, et il l'acceptait dans toutes ses nuances. Leur relation se construisit sur la confiance et le respect, deux choses qu'Élise n'avait jamais connues avec Julien. Elle appréciait le fait que Marc n'attende rien d'elle, qu'il ne cherche pas à la changer ou à la dominer. Petit à petit, elle recommença à rire, à rêver, à imaginer un futur à deux. Elle n'avait pas cherché l'amour. Il était venu à elle, au bon moment, avec la bonne personne. Et dans ce calme nouveau, Élise comprit qu'elle méritait d'être heureuse, vraiment heureuse. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait lentement sur les toits de l'île, Marc proposa à Élise de dîner dans un petit restaurant discret, loin du bruit des grandes avenues. Ce soir-là, leurs regards étaient plus intenses, leurs gestes plus proches. Au moment du dessert, il lui prit doucement la main. « Je ne sais pas où tout cela va, mais je veux le vivre avec toi, dit-il, sincère. » Élise sentit un frisson l'envahir, un mélange de peur et d'espoir. Elle ne répondit pas tout de suite, mais ses yeux brillants suffisaient à dire oui. En sortant du restaurant, Marc l'enveloppa dans son écharpe et l'embrassa tendrement. C'était un baiser sans urgence, mais rempli de promesses. Élise, qui croyait ne plus jamais pouvoir faire confiance, sentit une partie d'elle revenir à la vie. Cette relation n'était pas une fuite, ni une réparation. C'était une construction nouvelle, sur des fondations solides. Elle n'avait plus besoin d'être sauvée, elle avait choisi d'aimer. Et cette fois, elle le faisait librement. 2 ans plus tard, après avoir construit une relation stable et épanouie, Élise et Marc prirent une décision qui allait changer leur vie. Ils quittèrent tous deux leurs postes respectifs pour lancer ensemble leur propre société financière. Ce n'était pas une folie, mais un projet mûrement réfléchi, basé sur leurs compétences complémentaires et une vision commune, offrir un accompagnement éthique et humain à ceux qui en avaient besoin. Les premiers mois furent intenses, pleins de doutes, de nuits sans sommeil. Mais à aucun moment ils ne regrettèrent leur choix. Chaque obstacle renforçait leur complicité. Leur bureau, modeste mais chaleureux, devint rapidement un lieu où la confiance des clients se tissait jour après jour. Élise gérait la stratégie, Marc s'occupait de l'analyse et de la relation clientèle. Ensemble, ils formaient un duo redoutable. Leur réputation grandit dans le milieu professionnel, et bientôt, des journaux spécialisés commencèrent à parler d'eux. Mais plus que le succès, c'était la sérénité qu'ils avaient trouvée qui comptait. Ils avaient tout reconstruit, main dans la main, sur les ruines d'un passé douloureux. En l'espace d'1 an, Delattre et AMP, Moreau devint l'une des jeunes entreprises les plus respectées dans le domaine de la gestion financière responsable. Le bouche à oreille fonctionnait à merveille, et les résultats parlaient d'eux-mêmes. Leur transparence, leur écoute, leur engagement social attiraient des clients venus de toute la France. Élise était désormais régulièrement invitée à donner des conférences, à partager son parcours inspirant. Elle ne parlait jamais de Julien, mais chacun sentait qu'elle portait une histoire de résilience. Leur équipe s'agrandit.
De jeunes talents les rejoignirent, séduits par la vision humaine de leur entreprise. Élise s'épanouissait dans ce rôle de chef d'entreprise respecté, mais proche de ses collaborateurs. Chaque jour, elle se souvenait de celle qu'elle avait été, silencieuse, effacée, méprisée. Aujourd'hui, elle était admirée, libre, forte. Et si la vie lui avait infligé des blessures, elle en avait fait des cicatrices magnifiques. Des marques de victoire. Élise vivait désormais dans une maison lumineuse près de la mer, aux abords de Saint-Malo, un lieu qu'elle avait toujours rêvé d'habiter sans jamais oser l'imaginer pour elle. Chaque matin, elle se levait avec gratitude, consciente du chemin parcouru. Ses journées étaient rythmées par des décisions importantes, des rendez-vous avec des investisseurs, mais aussi des moments de paix, de lecture et de longues promenades avec Marc. Sa vie n'était plus une fuite, mais un ancrage profond. Elle avait appris à s'écouter, à se choisir, à s'aimer. Et cela, aucun homme, aucun passé ne pouvait lui reprendre. Le week-end, elle organisait des ateliers pour aider d'autres femmes à reprendre confiance après des relations toxiques. Elle n'en tirait aucun bénéfice financier, c'était son hommage silencieux à celle qu'elle avait été. Elle voyait dans les yeux de ces femmes le même feu qui l'avait un jour poussée à se relever. Chaque mot de reconnaissance qu'on lui adressait était un baume sur ses anciennes blessures. Elle n'avait pas seulement reconstruit sa vie, elle en avait fait un exemple. Et dans chaque sourire, chaque réussite, se lisait une seule chose, la dignité retrouvée. Pendance é temps, Julien vivai reclus dans une chambre étroite de appartement de sa mère, à Arras. Les volets restaient solvem fermés, et elle odeur de renfermer impregnait chaque mur. E enchaînait les petits boulots alimentaires, sans stabilité ni avenir. Mireille, fatiguée de elle héberger, nie cachai plus sans mépris, tu n'es même pas capable de gérer ta propre vie, lançait elle solvem. Julien nie répondait plus. E o passait se soireis a ressacer, a revivre chaque erreur comme une gifle. Ses anciens collègues elle avaient oublié. Ses amis elle evitaient. Amélie, sa maîtresse de autrefois, elle avait remplacé par un homme plus jeune, plus riche, plus ambitieux. Julien avait même plus la force de la hair. E o savait, au fond de lui, que tu sais que lui arrivait, e o elle avait mérité. E o avait voulu tu contrôler, tu manipuler, tu exploiter. E o avait tu perdu. Désormais, même sans reflet dans le miroir semblait elle accuser. Un soir de automne, alors que ils appaitent machinalement les chaînes de télévision, Julien tomba par hasard sur un plateau de information économique. 5 € man combatement. Lá, ao centre de l'écran, radieuse, confiante, eles parlait de son parcours, de sa société, de sa philosophie de travail. Le journaliste la qualifiait de femme inspirante, saluant sa capacité à transformer l'échec en succès. Julien sentit ses entrailles se tordre. E o baissa le sang, incapable de supporter plus longtemps sa voix. Il se leva, titubant, et alla vomir dans l'évier. La honte était insupportable. Il avait cru qu'Élise s'effondrerait sans lui. Il pensait qu'elle ne serait jamais rien sans son ombre. Et pourtant, elle brillait plus fort que jamais. Julien s'écroula sur son matelas, les mains sur le visage. Ce qu'il voyait à l'écran n'était pas seulement la réussite d'une femme. C'était le reflet vivant de son propre échec. Quelques jours après l'émission télévisée, Julien écrivit une lettre à Élise. Pas un email, pas un message, une lettre tremblante, écrite à la main, avec des mots maladroits. Il parlait de remords, de solitude, de ce qu'il appelait « le poids de mes erreurs ». Il glissa la lettre dans une enveloppe, l'envoya à l'adresse de l'entreprise de Lattre et AMP, Moreau, espérant qu'elle la lirait. Quand Élise reçut l'enveloppe, elle la reconnut immédiatement. Elle la tint dans ses mains pendant de longues secondes, silencieuse. Puis, sans l'ouvrir, elle se dirigea vers la cheminée du salon. Elle jeta la lettre dans les flammes sans hésiter. Elle n'avait pas besoin de lire ses excuses, ni de revivre ce qu'elle avait déjà surmonté. Le feu consuma les mots, les regrets, les souvenirs. Marc arriva à ce moment-là, sans poser de questions, posa doucement une main sur son épaule. Élise ne dit rien. Elle sourit simplement. Le passé était enterré pour de bon. Par un matin clair de printemps,
Élise se tenait sur la terrasse de sa maison, une tasse de café chaud entre les mains. Le vent caressait son visage, et au loin, les vagues venaient mourir sur les rochers. Marc la rejoignit, la prenant tendrement dans ses bras. Ils échangèrent un regard complice, chargé de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Élise ferma les yeux un instant et murmura « Merci, Julien. Grâce à toi, j'ai appris à me relever. » Ce n'était pas de la rancune. C'était une certitude tranquille. Elle avait traversé l'enfer, mais au lieu de se consumer, elle en était sortie plus forte. Elle avait transformé la trahison en courage, l'humiliation en pouvoir, la douleur en lumière. Aujourd'hui, elle vivait non pas pour prouver quelque chose, mais pour savourer chaque instant. Elle était libre, pleinement libre. Et rien, ni personne, ne pourrait lui retirer cette paix. L'histoire d'Élise Moreau ne parlait pas d'un cœur brisé, mais d'un cœur reconstruit, plus solide que jamais. Tu as aimé cette histoire ? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt.